Chers auditeurs, je suis très heureuse de vous présenter le tout premier podcast de Écoutez l'Histoire. Dans ce podcast, vous trouverez des anecdotes sur l'histoire de France et d'ailleurs, des présentations d'œuvres d'art, de sources et bien plus encore. Pour commencer cette série, j'ai choisi de vous parler d'un objet, ou plus précisément d'un document, la pierre de Rosette. Car vous le savez, l'étude de l'histoire commence toujours par les sources. Et vous allez le voir, certaines sources ont une importance inégalée. Entrons donc sans plus tarder dans le cadre géographique qui concerne ce récit. Rosette est une petite ville située sur le delta du Nil, à quelques encablures d'Alexandrie. Si elle est connue comme un port de commerce et d'échange depuis l'Antiquité, elle l'est par-dessus tout pour l'objet qui y fut découvert. L'objet, que dis-je ? C'est une pierre monumentale, dite pierre de Rosette, exhumée par les Français lors de l'expédition d'Égypte en 1799. La presse rapporte précisément l'événement. On peut lire dans la Gazette nationale du 15 septembre 1800 la notice qui fut lue à l'Institut de France. Le général Bonaparte, lors de son retour d'Égypte, annonça dans une séance de l'Institut la découverte dans les fouilles du fort élevé, près le Bogaz de Rosette et à 2 lieues de cette ville, d'un bloc de granit dont une des faces est couverte de 3 inscriptions. La découverte en est due au citoyen Bouchard, lieutenant du génie, chargé de la reconstruction du fort. Si les inscriptions qui le couvrent se traduisent mutuellement, elles seront une de nos découvertes les plus précieuses par les secours qu'elles fourniront pour trouver l'alphabet hiéroglyphique. Aujourd'hui, cette pierre de plus de 700 kg est l'une des premières pièces visibles lorsque vous visitez le British Museum à Londres. Oui, vous avez bien entendu, la pierre n'est pas à Paris, au musée du Louvre, qui comporte pourtant un vaste département des antiquités égyptiennes dans l'aile que l'on appelle l'aile Sully, pour ceux qui voudraient visiter ce musée. Alors, qu'avait donc de si particulier cette pierre pour être si convoitée et parvenir aux mains des Britanniques alors que les Français en étaient les découvreurs ? Vous l'avez compris, la pierre de Rosette contient sur l'une de ses faces la clé qui manquait à l'humanité pour pouvoir lire les hiéroglyphes sur les murs des temples qui se découvraient à la même époque, à l'aube du XIXe siècle. Imaginez-vous, pouvoir lire des textes écrits 3 millénaires avant Jésus-Christ. C'était faire une plongée incroyable dans un passé très lointain et de ce fait extrêmement fascinant. C'était aussi découvrir des dynasties méconnues, et également une mythologie et des rites anciens. Car oui, en effet, les Grecs anciens parlaient d'écriture sacrée en observant les hiéroglyphes. Ta hiera grammata, disait-il au 1er millénaire avant Jésus-Christ, pour désigner une écriture qui déjà leur paraissait très ancienne. Et cela a son importance, vous allez le voir. Mais revenons-en à la pierre. Il s'agit d'un bloc de granit noir d'une hauteur de 1 mètre, sauf à l'angle gauche qui est partiellement manquant. Elle est épaisse de 75 cm et forte de ses 760 kg. La pierre de Rosette est donc un véritable poids lourd au sens propre. Au-delà de la description physique, ce qui frappe à la première vue, même pour les moins connaisseurs, c'est que le texte qui est inscrit se divise en 3 parties. Les spécialistes identifient très rapidement les 3 langues qui y figurent. Dans la partie supérieure, le texte en hiéroglyphe. Au centre, le texte en démotique, qui est une forme cursive de la langue employée par les hiéroglyphes, qui était beaucoup plus simple à écrire pour les scribes. Et enfin, dans la partie inférieure, le texte en grec ancien. Grâce à la présence du texte en grec ancien, le document est très rapidement traduit par les linguistes. Une véritable course, une compétition de déchiffrage est en train de naître. On comprend très vite qu'il s'agit d'un décret émis par le roi Ptolémée V
en 1696 avant Jésus-Christ. Le contenu de la pierre de Rosette donne lieu à ce que l'on peut qualifier de course au déchiffrage. En liesse dans cette compétition s'opposent un Français et, suspense, vous l'aurez sûrement deviné, un Britannique. Champollion versus Thomas Young, 2 athlètes, tous deux de grands érudits qui maîtrisent le grec, l'araméen, le latin, l'hébreu, l'arabe et bien d'autres langues vivantes et langues mortes. J'évoquais précédemment la dimension sacrée de l'écriture en hiéroglyphes, et il se trouve que le texte que contient la pierre de Rosette est un décret sacerdotal, c'est-à-dire un document législatif portant sur l'organisation du culte. Le texte complet est publié en 1803 sous le titre « Éclaircissement sur l'inscription grecque du document du monument trouvé à Rosette » contenant un décret des prêtres de l'Égypte en l'honneur de Ptolémée Épiphane, le 5e des rois Ptolémée. Et cette publication a été faite par Hubert Pascal Amélion. Je ne peux évidemment pas résister à l'envie de vous lire un extrait du texte qui figure sur la pierre de Rosette, donc à partir de la traduction en grec ancien. Je cite : « Considérant que le roi Ptolémée, toujours vivant, le bien-aimé de Ptah, dieu Épiphane, très gracieux, le fils du roi Ptolémée et de la reine Arsinoé, dieu Philopator, a fait toutes sortes de biens au temple et à ceux qui y font leur demeure, et en général à tous ceux qui sont sous sa domination, qu'étant Dieu né d'un dieu et d'une déesse, comme Horus, ce fils d'Isis et d'Osiris, ce vengeur d'Osiris son père, et jaloux de signaler son zèle généreux pour les choses qui concernent les dieux, il a consacré au service des temples de grands revenus, tant en argent qu'en blé, et fait de grandes dépenses pour ramener la tranquillité en Égypte. Les trésors de l'Égypte antique peuvent résolument être qualifiés de sacrés. Tout d'abord, parce que, comme le dit le texte, ils sont précieux pour le travail des égyptologues, mais aussi parce qu'en eux-mêmes, la plupart témoignent d'une vie sacrée très présente dans la civilisation de l'Égypte ancienne. Alors c'est vrai qu'il aurait été vraiment utile pour les Français de posséder la pierre, pour en faciliter l'étude et pour devenir un pays de référence en égyptologie. Malheureusement, contrairement à ce qui a parfois été rapporté, pour ne pas entacher la gloire de Napoléon Ier, la campagne d'Égypte tourne plutôt mal pour les armées françaises. Le successeur du général Kléber, Jean-François de Menou, perd la bataille de Canopes en 1801 et il signe la capitulation d'Alexandrie le 31 août 1801. Cette défaite et cette capitulation mettent fin à la campagne entreprise depuis 1798 par Napoléon et ses armées. Il finit par livrer la pierre de Rosette aux Anglais et fait même le choix de rester en Égypte et de se convertir à l'islam. Heureusement, comme le rapporte la Gazette nationale, journal de l'époque, 2 membres de la commission des arts se sont occupés au Caire des moyens de tirer des copies de ce monument unique. Grâce à cette initiative de copie, Jean-François Champollion parvient le premier à trouver la clé pour décrypter le texte en hiéroglyphes. Finalement, malgré les déboires de l'armée française, l'issue de la campagne d'Égypte est heureuse pour les savants, pour lesquels de grandes pages de l'histoire s'ouvrent à la lecture et à la découverte. Dans le prochain podcast, je vous présenterai l'histoire passionnante de la rose de Pierrette. Non, je rigole. Un grand merci à vous pour cette écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Écoutez l'histoire.